Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'E2CM, l'École européenne de Contract Management, et on va évoquer ensemble une nouvelle fois l'approche spécifique du contract manager dans l'exercice de la négociation. Vous allez notamment nous éclairer sur ces signaux qui indiquent qu'une négociation va mal finir, qu'elle va échouer. D'abord, est-ce que ça arrive très souvent? Est-ce que ça arrive très souvent qu'une négociation échoue? Non, la proportion d'échecs irrémédiables est plutôt faible et j'ai envie de dire que c'est presque regrettable. Alors pourquoi regrettable? C'est regrettable dans la mesure où un échec irrémédiable est souvent préférable à un accord qu'on n'aurait pas dû signer. Or pour le coup, la proportion de ce type d'accord est assez conséquente. C'est pourquoi je pense qu'il faut savoir rater une négociation, ou plus précisément qu'elle n'aboutisse pas, et ça fait partie du jeu. En cas de mauvais accord, les parties vont passer le reste du cycle contractuel à essayer de rattraper la situation, l'une contre l'autre. Et là, on est à contre-courant de la logique collaborative. La partie qui estime avoir gagné va tout faire pour conserver son butin, et celle d'en face va chercher à le récupérer, ce qui va générer de l'instabilité relationnelle et au final une dégradation financière du contrat, comme on l'a déjà dit lors d'autres interviews. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les risques d'échec les plus fréquents dans la négociation? Il y en a 6 principaux s'il fallait vraiment se limiter, la liste ne pouvant pas être exhaustive, mais le premier ce serait le manque de maîtrise du processus de négociation. Parce que la négociation c'est de l'humain, bien sûr, mais c'est aussi de la méthode. On commence d'abord par se focaliser sur les intérêts respectifs des parties, les critères objectifs, les solutions collaboratives, on doit connaître et maîtriser son plan B, etc. etc. Deuxième point, la difficulté à faire entrer autrui dans la sphère collaborative. Au contraire, on a trop souvent tendance à se soumettre à la méthode de l'autre, et généralement teintée d'adversité plutôt que d'altérité. Troisième point, le refus de négociation de la partie d'autrui. Le quatrième, ce serait la pression temporelle qui est incompatible avec la satisfaction des intérêts réciproques. On peut aussi citer la disproportion dans le rapport de force et finalement la méconnaissance des spécificités culturelles, surtout pour les négociations internationales. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que le contract manager que vous êtes peut recommander face à ces risques? Alors bien sûr, on n'aura pas le temps de tout évoquer. Néanmoins, est-ce que vous auriez un échec et une technique face à cet échec, ce risque d'échec? Oui, on ne peut pas tout détailler, mais effectivement, si on prend le risque 5, si l'on est la partie faible dans un rapport de force, il faut créer des éléments différenciants dans son offre, en jouant sur l'innovation par exemple, sur la qualité, sur la reconnaissance des tiers, la reconnaissance du marché, etc. Le problème, c'est qu'on manque cruellement de créativité ou de passion, ou les deux, et les différences d'un contrat à l'autre se focalisent principalement sur le prix, ce qui conduit à une course au moins-disant. Et là, on n'est plus dans la négociation, on est dans le marchandage, ce qui est à la portée de tout un chacun, mais ça s'avère assez pauvre intellectuellement et émotionnellement parlant. Alors très concrètement, Grégory Levaux, quels sont ces signaux qui indiquent qu'il faut sortir de la négociation avant d'aboutir à un accord, à un contrat mal signé? Il y a 2 signaux forts qui se répondent. D'abord, les négociateurs se doivent de négocier aussi longtemps que le coût de l'accord est inférieur au coût du non-accord, au coût du conflit. Imaginons par exemple 2 parties qui sont dans un précontentieux. Aussi longtemps que le coût d'une procédure de justice et de la probable condamnation reste supérieur à la valorisation du temps et de l'énergie passée à négocier avant d'arriver à un accord financier, il convient de continuer le processus. Deuxième élément, il faut réfléchir à sa mésore. Alors la mésore c'est quoi? C'est la meilleure solution de rechange à un accord négocié, également appelé BATNA en anglais. C'est votre plan B si vous préférez. Un signal fort, c'est lorsque on fait le constat que notre plan B devient plus intéressant que le plan A qu'on est en train de négocier. Auquel cas, ne perdez plus de temps et choisissez le plan B. Donc détecter ces 2 signaux implique, vous l'aurez compris, de mesurer le coût du processus à chaque étape de la négociation. Et c'est quand même ce qui retirera de la pression sur les épaules du négociateur et qui l'autorisera à sauter le seuil psychologique de l'échec de sa négociation. En plus, il sera davantage disponible pour déployer toute son intelligence émotionnelle, qui est un aspect incontournable d'une négociation sur le chemin de la réussite. Eh bien justement, cette intelligence émotionnelle, ce sera l'objet de votre prochaine intervention sur Xerfi Canal. Vous serez avec Nawel Bergou. Merci beaucoup Grégory Levaux. Merci à vous.